Donc ensuite, on va avoir un certain nombre de propriétés fondamentales de l'intégrale et qui vont permettre finalement de faire la suite des démonstrations. Donc toutes les propriétés fondamentales, il y a donc déjà la linéarité de l'intégrale. Donc si vous avez deux fonctions, et en principe un seul scalaire aura suffi, mais deux scalaires, l'intégrale d'une combinaison linéaire, c'est la combinaison linéaire des intégrales. Alors on va admettre la démonstration, mais dans l'idée, c'est d'après la construction, il faudra le démontrer d'abord sur les fonctions en escalier, ce qui ne pose pas de réel problème étant donné qu'elles sont simplement constantes par morceau. Donc ça vous fait des aires de rectangles qui s'additionnent sans aucun problème. Puis l'étendre en passant au sup à l'intégrale des fonctions à valeur positive. Puis justement, là, il n'y a plus aucun problème. Pour passer à valeur réelle quelconque, de toute façon, on étend par linéarité. Donc forcément que la linéarité est vraie. Et pour passer aux valeurs complexes, vu qu'on étend aussi par linéarité, la linéarité est également forcément vraie de la même manière. Alors dans les propriétés fondamentales, on a également la relation de Chasles. Alors la relation de Chasles, c'est donc si on a une intégrale de a à b, on peut la découper en un point C qui est à l'intérieur du segment, en l'intégrale de a à c plus l'intégrale de c à b. Et en général, pour qu'on ait des choses justement vectorielles, on va dire que si on intègre sur des bornes qui ne sont pas dans le bon sens, donc l'intégrale de b à a, c'est moins l'intégrale de a à b, et le vecteur en quelque sorte, donc c'est-à-dire l'intégrale de a à a, simplement 0. Donc ça permet d'avoir des définitions qui sont compatibles, même si les bornes ne sont pas forcément dans le bon ordre. Donc ça, c'est relation de Chasles. Alors de la même manière, on ne va pas en faire une démonstration, mais elle est complètement due au fait de la définition qu'on a prise et le fait que sur des sommes de rectangles, ça revient à dire qu'on additionne des rectangles entre A et C, des rectangles entre C et B, et ça revient à additionner tous les rectangles entre A et B. Et à partir de ces formules de rectangles, on passe ensuite à la borne sup, puis à la linéarité sur R, la linéarité sur C, pour étendre l'intégrale, et donc il n'y a aucun problème pour étendre par linéarité ces formules-là. Donc c'est vraiment par construction, on arrive à atteindre les relations de Chasles. Mais donc dans notre programme, la démonstration n'est pas utile à présenter. C'est bien d'avoir quand même l'idée de comment ça se fait, mais on ne va pas entrer dans les détails. Alors par contre, cette proposition-là, on va la démontrer. C'est justement si on a une fonction à valeur positive, alors son intégrale est nécessairement positive avec égalité si et seulement si la fonction est positive. Alors justement, on va voir qu'en passant à la définition, ça va être assez clair. Et l'intégrale est croissante. Ça veut dire que si vous avez deux fonctions qui sont déjà ordonnées, alors leurs intégrales sont encore ordonnées, ce qui est la définition générale de quelque chose de croissant. Si x1 est plus petit que x2, alors f de x1 est plus petit que f de x2, sauf qu'ici, la fonction qu'on applique, c'est bien sûr l'intégration. Donc si f est plus petit que f2, alors l'intégrale de f est plus petit que l'intégrale de f2, c'est pour ça qu'on parle de croissance de l'intégrale, et ce qui nous donne une propriété ici assez importante sur des inégalités. Donc on va démontrer ici la proposition 1.4 sur la stricte positivité de l'intégrale et la croissance de l'intégrale. Donc on commence par la stricte positivité. On considère donc une fonction qui est continue à valeur dans R+, et donc on va considérer son intégrale. Alors en fait son intégrale est définie donc comme étant la borne sup des intégrales des fonctions en escalier qui lui sont inférieures, et on peut imposer et qui sont positives. Il faut réussir à démontrer que ça c'est positif, alors sauf que bien sûr ce qu'on sait c'est que toutes les valeurs ici sont forcément toutes positives, donc l'intégrale elle est forcément positive. Donc on obtient assez rapidement le résultat bien sûr de positivité. Ce qui est vraiment intéressant ici c'est la stricte positivité. Donc pourquoi la stricte positivité ici? Il faut faire attention dans le sens du raisonnement, on suppose inversement que ici on a l'égalité stricte. Quand je dis on a l'égalité stricte, c'est parce que justement la contraposée c'est si on n'a pas égal 0, ça voudra dire qu'on serait strictement positif. Donc on suppose l'intégrale de a à b étant nulle. Alors, ça veut dire que le sup des fonctions en escalier
égale 0. Mais on avait dit que ça, c'était simplement l'intégrale de la fonction g0 qui était la fonction nulle. Donc en fait, on a une fonction qui atteint, autrement dit, c'est pas un sup, mais c'est carrément un max. Donc ça, c'est égal au max. Parce que je rappelle qu'une borne sup qui est atteinte, c'est finalement un max. Donc ce qu'on est en train de dire, c'est que la fonction nulle est la plus grande telle que g est plus petite que f plus. C'est-à-dire qu'il n'existe aucune fonction plus grande que g0 qui est en fait compris entre g0 et f+, parce qu'il faudrait qu'elle soit quand même plus petite que f+, mais strictement plus grande que g0. Donc ça va simplement nous dire que f+, est la fonction nulle. Je vais dire donc f+ égale 0, quand même le but de la fonction nulle. Hein. Et on peut quand même préciser que, pourquoi, parce que sinon par l'absurde, si la fonction n'est pas nulle, ça voudra dire qu'il existe un élément C qui est entre A et B, alors d'ailleurs A et B inclus, tel que f de C est différent de 0, et différent de 0, ça veut dire, vu qu'elle est positive, est strictement positive, donc sur un voisinage de C, on sait qu'on est très proche de f+, C moins état, C plus état, f de x moins f de f, C+, on est très proche donc de f+. Donc ça c'est plus petit que epsilon, et le epsilon on peut le prendre comme étant f de C sur 2. Pour vous expliquer ce qu'on fait ici, hein, c'est on a ici l'axe et on dit qu'on a un point qui s'appelle C tel que f de C+ est strictement positive, et ensuite on va dire que vu que la fonction est continue, en fait elle est continue en C, c'est-à-dire que au voisinage on n'est pas très loin de C+. Donc au voisinage on n'est pas très loin de C+, entre C moins état et C plus état, on vaut au moins une certaine valeur. Et ça va nous permettre de dire que si on découpe l'intégrale de A à B, quoi qu'il se passe ailleurs, et dans l'idée, elle va être presque nulle sur le reste, on va avoir au moins ce petit bloc-là qui va être non nul. Alors en fait, ici, c'est juste la continuité en C qui est importante. Et donc là, ce qu'on va dire, c'est que donc sur ce petit voisinage, puis l'intégrale de A à B de f, d'après la relation de Shell, on peut découper comme étant l'intégrale de A à C moins état plus l'intégrale de C moins état à C plus état plus l'intégrale de C plus état à B de f, ce qui est au moins égal, alors ça on sait déjà que c'est positif d'après la première partie, ça aussi on sait que c'est positif d'après la première partie, donc ça nous fait l'intégrale de C moins état, C plus état de f+, mais on sait que f+, sur cette partie-là, ça vaut au moins cette chose-là, c'est-à-dire qu'il y a au moins une fonction en escalier qui est celle-ci, qui est en dessous, et donc cette fonction en escalier, eh ben, on voit que son intégrale, ça serait donc la largeur ici, ce serait 2 états, ouais.
la largeur, et la hauteur, ça serait donc, alors ici on a epsilon, hein, et ça fait f, parce que la hauteur qui nous reste, c'est donc f de c plus moins epsilon. Avec epsilon, on a dit qu'on l'a posé comme étant f de c plus sur 2. Autrement dit, ici, ça vous fait f de c plus sur 2. Donc ça nous fait état fois f de c plus qui est strictement positif. Donc ce qui est absurde parce qu'on aura démontré que l'intégrale de a à b de c plus est strictement positif. Ce qui démontre bien que si l'intégrale est nulle, alors f plus finalement est forcément la fonction nulle. Donc ça c'est vraiment un résultat théorique qui peut nous servir assez souvent. Et ensuite on déduit la croissance. Alors la croissance va être plus simple à déduire parce que si on suppose deux fonctions à valeur réelle désormais continue, alors tel que f1 est plus petit que f2, alors finalement on peut définir f plus qui est égal à f2 moins f1 qui en tant que combinaison linéaire est donc une fonction à valeur positive mais continue, vu que c'est une combinaison linéaire de fonctions continues, avec l'intégrale de f plus étant positif, avec égalité si et seulement si la fonction est nulle. Donc on sait que ça fait l'intégrale de f2 moins l'intégrale de f1 positif par linéarité. C'était ce qu'il fallait démontrer. Parce qu'on obtient donc que l'intégrale de f1 est plus petite que l'intégrale de f2. Ce qui démontre la croissance de l'intégrale pour les fonctions à valeur réelle quelconque. Alors par exemple, on peut essayer de démontrer cette chose-là. Donc c'est que une intégrale ici qui dépend d'un paramètre n, c'est une suite de valeurs qui tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc ici, il faut faire attention que l'interversion limite intégrale est très délicate, et notamment ici on aurait un problème, parce que si on considère les fonctions fn de t qui est égal à t puissance n sur 1 plus t carré, alors en effet elles sont continues sur 0, 1, et si on regarde ponctuellement ce qui se passe, on peut regarder la limite, hein, c'est les limites de fn de t lorsque n tend vers plus infini, bah, ça existe, mais par contre ça va valoir 0 si t est compris entre 0 et 1 strictement, autrement dit si t est plus petit que 1, et si t égale 1, en fait ça vaut tout le temps 1,5. Donc malheureusement la limite n'est pas continue. Donc normalement on ne devra pas pouvoir considérer l'intégrale, donc il ne faut pas aller trop vite, il ne faut pas dire que en général on n'a pas la limite de l'intégrale est égale à l'intégrale des limites. Si je l'écris, hein, c'est fait, il faut en fait sous condition, qu'on ne sait pas ici, l'intégrale limite de l'intégrale égale l'intégrale de la limite. Mais ici, on n'a pas du tout les hypothèses, et en général, c'est faux. Donc ici, ça c'est un résultat qui serait sous condition, mais sans condition, il est faux. Donc on ne va pas pouvoir utiliser un théorème qui est faux, bien sûr, pour démontrer ça. Par contre, le bon outil, c'est l'inégalité donc triangulaire, c'est-à-dire on peut passer de l'intégrale de 0 à 1 de t puissance n dt sur 1 plus t carré, et on peut essayer en fait de majorer. Alors en fait l'idée c'est que le 1 plus t carré, bah, il nous embête pas énormément, c'est-à-dire qu'on peut dire bah, de toute façon ça vaut
soit c'est un facteur 1,5, soit c'est un facteur 1 dans les cas extrêmes. Donc dans le cas qui est le pire des cas, ce serait un facteur 1. Donc ça nous ferait l'intégrale de 0 à 1 et le 1 sur 1 plus t carré que je peux mettre à part. Je vais simplement dire qu'il est compris entre 1,5 et 1, donc en particulier plus petit que 1. Donc par croissance, je vais obtenir ça. T puissance n dt. Mais ça, c'est juste un polynôme, donc je sais le primitiver sans aucun problème. Ici, c'est une fraction rationnelle. On aurait dû travailler beaucoup pour essayer de la primitiver. Donc, quelle est la primitive? C'est Tn plus 1 sur n plus 1 entre 0 et 1, ce qui peut simplement 1 sur n plus 1, ce qui tend vers 0, bien sûr, en plus l'infini. Et par encadrement, la partie de valeur absolue pour dire, bien sûr, on a une valeur positive, mais elle est majorée par n à quelque chose qui tend vers 0. Donc par théorème d'encadrement, on a bien réussi à démontrer ce qu'on voulait.